Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Pour cette première édition de l'année, nous regardons du côté des alternatives imaginées par les Africains dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'alimentation. Direction le Cameroun et le Bénin, et c'est parti, voici les titres. Zoom sur les dérivés de la farine de manioc au Cameroun, une alléchante alternative à la farine de blé. La farine, avant le kilo était à 400. Aujourd'hui, le kilo est à 550, 600. Et le prix est vraiment énorme. Ça ne permet plus au Mami Makala de faire les beignets. De jeunes béninois sans emploi se convertissent à l'agriculture bio et rencontrent une forte demande de consommateurs en quête de produits sains. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Détente pour accueillir familles et invités au Togo, coup de projecteur sur un business florissant. La construction des appartements se faisait avec les branchages, soit de palmiers, soit de cocotiers. Et avec l'évolution, actuellement nous sommes à la phase des bâches. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne l'an dernier, la farine de blé se fait rare et chère dans plusieurs pays d'Afrique. Nombreux recherchent des alternatives dans la production locale. C'est le cas au Cameroun où des jeunes entrepreneurs se lancent dans la production de farine de manioc. Dans les boutiques et supermarchés de Douala, on retrouve désormais de la pâtisserie ou du couscous dérivé de cette farine alternative. L'initiative peut-elle devenir durable? Notre journaliste Maxime Bounia Farel a essayé d'en savoir plus. Regardez. Dans cette boutique située dans un quartier populaire de Douala au Cameroun, Madame Ange attend patiemment les clients pour écrouler son sac de farine, acheté depuis le début de la semaine, chose qu'elle n'a jamais vécue depuis l'ouverture de sa boutique il y a de cela près de 10 ans. La farine, avant le kilo était à 400. Aujourd'hui, le kilo est à 550, 600. Et le prix est vraiment énorme. Ça ne permet plus au Mami Makala de faire les beignets. Quand tu vois les beignets de 25, c'est comme une bille. L'huile aussi est chère, la farine est chère, le sucre est cher. Donc, elles n'ont plus la possibilité de faire. Beaucoup ont même laissé. Si comme Maman Ange, d'autres Camerounais dénoncent la forte inflation que connaît la farine de blé ainsi que d'autres produits ces derniers mois, les grossistes et revendeurs, quant à eux, pointent un doigt accusateur vers l'actuelle crise ukrainienne qui entraîne la non-disponibilité de certains produits majeurs tels que la farine de blé. Une situation qui rend la vie difficile pour des millions de ménages. Avant, je pouvais sortir même 10 sacs de farine. À peine maintenant, je vends un sac en 3-4 jours. Oui, je sortais au moins 10 sacs par semaine. Imagine quand tu vends un sac en 3-4 jours, c'est que tu vends peut-être 2 ou 3 sacs en semaine. Oui, c'est ça, beaucoup d'impact dans les ventes. Normalement, on devait nous faire connaître les farines comme les farines de manioc, les farines de maïs comme ça. Mais ce n'est pas trop sur le marché. On connaît plus la farine du blé. Alors que l'inflation perdure, une association camerounaise a eu l'idée de trouver une solution locale en réponse à la difficulté d'avoir de la farine de blé disponible et à bas coût. Elle a décidé de remplacer la farine de blé par celle du manioc. Ainsi, les tubercules de manioc sont transformés en farine. Et cette farine est à son tour utilisée pour produire du pain et d'autres pâtisseries. Nous transformons le manioc en farine pour pâtisserie. Avec cette farine, nous faisons des biscuits croustilles, nous faisons des crêpes, des gâteaux, des pizzas. Et nous avons aussi le watafoufou. Le watafoufou qu'on mange avec le héros. Nous avons le couscous frais. C'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, que l'atelier de cette dernière est opérationnel. Les agriculteurs viennent avec leur camion ou leur pick-up, ça dépend de la quantité. 1,5 tonne, 2, 3 tonnes, ça dépend. Mais ici, nous prenons 3 tonnes maximum par jour. Donc le manioc arrive là, nous versons ça ici, nous pesons sur place. Quand on lave là, on divise. Ce qui va être émincé pour la farine, on met d'un côté. Ce qui va être trempé pour le couscous, le watafoufou et le foufou frais,
on met dans des bacs. Donc c'est ici que ça se passe. Ici, nous appelons ça la zone humide. Ici sont produits des croustilles, du couscous frais ou sec, des gâteaux et bien d'autres choses par cette passionnée de l'agriculture qui au départ a eu de la peine à introduire ces produits auprès des consommateurs habitués aux produits faits à base de blé. Mais depuis quelques mois, grâce à l'accompagnement d'autres associations, il y a de l'intérêt envers ces produits. Donc on identifie systématiquement les acteurs qui se lancent dans la transformation du potentiel local. À côté de ça, après les avoir identifiés, on les répertorie. Après les avoir répertoriés, on les accompagne dans une structuration. À côté de la structuration, bien évidemment, il faut également appuyer avec des actions de conseil. Ce que nous faisons justement à travers des conférences ou des ateliers d'échange. Si l'objectif vise à long terme à imposer le Made in Cameroun dans la consommation locale, cet économiste pense que pour y arriver, le gouvernement devra d'abord accorder beaucoup plus de subventions et d'investissements dans la production et la transformation des produits locaux pour les consommateurs locaux. Oui, le Cameroun a une terre qui est propice à la culture du blé. Ça s'est déjà fait. Vous avez des gens qui ont expérimenté la culture du blé au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, il faut tout simplement mobiliser les moyens financiers et les moyens technologiques, techniques, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, cette culture de blé en grande quantité. Ensuite, avoir la technologie de transformation du blé pour avoir de la farine. Ça, c'est possible. C'est pareil pour le riz, c'est pareil pour le maïs. Ce que je vous ai dit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut plutôt résoudre la question de coût de facteur de production. Est-ce qu'en produisant le blé au Cameroun et en transformant au Cameroun, est-ce qu'on sera compétitif par rapport à la farine importée, par rapport au blé importé? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Il est à noter que le Cameroun en 2021 a importé près de 900 000 tonnes de blé selon le ministère du Commerce. Mais parallèlement, la production de manioc se révèle robuste avec une production de 4,8 millions de tonnes en 2020 et des stocks qui peinent à être écoulés. Un argument de plus pour la diversification et la transformation locale de la farine de manioc. Et pendant ce temps, une économie africaine majeure souffre de sa forte dépendance aux importations de céréales et d'énergie. C'est l'Égypte. Le pays fait face à une crise de change marquée par l'effondrement de la livre égyptienne ces 12 derniers mois. Le gouvernement vient de prendre des mesures d'urgence pour améliorer la situation dans les ports. Des cargaisons estimées à près de 10 milliards de dollars y sont en effet bloquées par manque d'accès au dollar, ce qui fait planer une menace inflationniste sur les prix alimentaires. Meilleur résultat que prévu pour la croissance kenyane au troisième trimestre 2022. Elle enregistre une progression de 4,7%. Les faibles performances de l'agriculture confrontée à la plus grave sécheresse en 4 décennies tirent l'économie vers le bas. Plus de 5 millions de personnes sont menacées de famine. La production d'exportation capitale pour le pays comme le thé, les fleurs et les légumes souffrent de la hausse du prix des engrais et des carburants. La tendance des fermiers entrepreneurs continue sa lancée en Afrique et elle s'étend rapidement aux produits issus de l'agriculture biologique. Le Bénin est l'un des pays les plus en pointe puisque c'est à Porto Novo qu'a été fondée en 1985 la ferme bio Songagne, désignée centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Plus de 35 ans après, de jeunes Béninois sans emploi poursuivre ce modèle d'entrepreneuriat en s'organisant en association. Notre correspondant Didier Sogba a suivi les jeunes entrepreneurs de l'association Les Jardins de l'Espoir et le marché fermier qu'ils ont initié pour le plus grand plaisir des consommateurs. Regardez. Nous sommes ici au marché de Ménotin, au cœur de Cotonou, Bénin. Sur ce marché, il est difficile à première vue de séparer les produits biologiques des produits conventionnels. Les pesticides chimiques ne sont pas si faciles à détecter pour les consommateurs. Et pourtant, leur absence ne facilite pas la vie de ces agriculteurs bio qui font face aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes. Le bio est une forme de culture peu attractive dans un pays en voie de développement. La culture de rente à très grande échelle semble à beaucoup d'agriculteurs la seule capable de générer des devises étrangères. Cela explique que très peu d'agriculteurs font le choix du bio. Installé à Toribosito, à environ 1 heure de route de la capitale économique Cotonou, depuis plus de 5 ans, Femi Kochoni est de ceux-là. Il pratique
de l'agriculture bio sur une superficie de 3000 m² et son principal souci, c'est la valorisation de ces produits bio. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Mais il y a également la question du marché. Au marché, les produits bio sont vendus au même prix que les produits conventionnels. Pour être sûr de ce qu'ils consomment, les acheteurs de produits bio cherchent et identifient les jardins qui pratiquent cette forme d'agriculture. C'est le cas de Merveille Nanoukan, une jeune coiffeuse résidant à Pidjosé à Cotonou. Elle n'hésite pas à traverser toute la ville pour s'approvisionner en légumes bio à la ferme Le Jardin de l'Espoir d'Ousmane. La plupart du temps, moi, je prends les légumes, et comme vous le voyez là, et comparativement aux produits chimiques, les produits bio sont les meilleurs, puisque ça prend du temps à se détériorer. On a ça fait une bonne conservation et le goût aussi, ça diffère. Donc moi, j'aime bien consommer bio. C'est avant tout pour répondre à cette demande croissante que Femi Kochoni et ses amis ont lancé en août 2021 le marché fermier. Il s'agit d'un marché 100% bio, bimensuel, qu'ils financent eux-mêmes. 7 jardiniers animent ce marché qui accueille une centaine de clients. Pour assurer les revenus des cultivateurs bio, les produits y sont vendus plus chers que sur le marché d'agriculture conventionnelle. Faisons tout pour que l'agriculteur soit rémunéré à un juste prix. Notre objectif, bien sûr, d'ici 3 ans, est d'arriver à inverser la tendance actuelle. Donc 70% valorisé sur le marché fermier et 30% sur le marché conventionnel. Le marché fermier est la seule initiative où l'on peut trouver des produits certifiés bio au Bénin. La duplication de cette initiative dans le reste du pays pourrait favoriser les agriculteurs qui investissent dans le bio et cherchent à transmettre leurs techniques. Nos clients, c'est ceux qui connaissent vraiment les valeurs de nos légumes. Maintenant, par exemple, si c'est moi, aujourd'hui, on me dit de produits bio avec moi, comment ça se passe? Parce que je ne me gêne pas pour payer les produits, insistés pour faire les traitements. À la base de feuilles, des nimes qui est sous la ferme, je prends et je les pile et je les trempe dans l'eau. Quand on fait les traitements, si les insectes volants ou bien les vers viennent manger les feuilles, ils vont trouver les goûts sont différents. Donc c'est amer ou bien c'est pimenté, c'est des choses comme ça. Donc on les renvoie. Ce n'est pas qu'on les tue. Voilà notre traitement. Pour en réussir aussi, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre compostage. On prend les feuilles mortes et les feuilles secs, on mélange avec les bousses des vaches et les fientes et les déchets de charbon, on mélange. Donc c'est ça, avec ça on prend pour fertiliser les sols. Un savoir-faire traditionnel qui revient rapidement d'actualité et qui pourrait donner à l'Afrique une véritable expertise. Et surtout, la capacité de se constituer en un nouveau réservoir de produits bio. Selon une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2017, l'Afrique dispose de près de 60% des terres non cultivées du monde. L'Afrique, qui est un continent pauvre, est le seul continent aujourd'hui où il y a la chance d'avoir encore du naturel. Parce que le paysan africain n'a pas les moyens d'utiliser sauvagement les produits chimiques, n'a pas les moyens d'acheter des engins lourds pour répandre de façon anormale des produits chimiques sur son sol, n'a pas les moyens de produire 2000 hectares seuls. Nous avons encore des semences naturelles en Afrique. Certes, elles sont menacées, mais c'est le moment de prendre conscience de ce qu'il faut les sauvegarder. Il faut créer des greniers de semences naturelles. Face aux semences manipulées, aux semences qui ont été transformées, aux semences dont les gènes ont été modifiés et qui, une fois plantées, deviennent une menace pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Pour Femi et ses amis, le marché a en tout cas déjà remporté son pari de sensibilisation. Clairement, les portes sur une note de satisfaction générale. Nous avons lancé cette initiative pour mettre à la portée du consommateur des fruits et légumes sains, sans résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Nous n'avons pas voulu pour une classe aisée, nous l'avons voulu pour toute la population
Et en regardant justement les différents segments qui sont arrivés ici, de clients qui sont arrivés ici, je peux dire que pour cette deuxième édition, nous avons atteint notre objectif. La feuille de route est déjà tracée. Dupliquer les marchés bio dans tout le Bénin avant de les étendre à toute la sous-région. Avec une cible centrale devenue leader de la distribution des produits agroécologiques de toute l'Afrique de l'Ouest. La région ne compte encore que pour 17% des surfaces cultivées bio du continent. Mais la tendance est à la multiplication des initiatives locales, avec déjà de belles performances d'exportation pour certains produits comme l'ananas bio du Bénin ou le soja togolais. Avec l'application Nomade Éducation, les interminables embouteillages en rentrant chez moi deviennent des moments de révision de qualité. Depuis que j'ai intégré l'application Nomade Éducation à la routine de révision journalière de l'élève en classe de 4e que j'accompagne en tant que répétiteur, ses difficultés en mathématiques sont un lointain souvenir. L'application Nomade Éducation a vraiment révolutionné les habitudes de révision de mes enfants. Quel que soit le lieu où ils se trouvent et sans connexion Internet, ils peuvent réviser en tout confort. Pour la préparation de mon baccalauréat, jamais sans mon application Nomade Éducation. Grâce à Nomade Éducation, j'arrive à mieux comprendre même les notions les plus complexes abordées en classe. J'adore particulièrement les mini-cours et les quiz qui m'aident à vérifier que j'ai bien compris. L'application mobile Nomade Éducation aide à la réussite de tous les élèves et étudiants. Nomade Éducation, le meilleur allié pour la réussite scolaire. Application gratuite, disponible sans besoin de connexion Internet partout en Afrique. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Plus de 3 semaines après le sommet Afrique-États-Unis qui s'est tenu à Washington, des voix s'élèvent sur le continent pour réclamer l'aboutissement de résultats concrets. Parmi les revendications, le renouvellement rapide de la loi en faveur de la croissance de l'Afrique et son accès au marché, l'AGOA, qui doit expirer en 2025, les États-Unis réfléchissent à la manière d'améliorer l'accord dont plusieurs pays ont été exclus, comme le Rwanda, l'Éthiopie, la Guinée, le Mali et plus récemment le Burkina Faso. Plus généralement, l'Afrique attend des retombées économiques du partenariat, comme l'a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf, en évoquant la situation de son pays, Djibouti. Écoutons-le. Le message de fond que nous avons transmis à nos amis américains, c'est qu'il doit y avoir des retombées économiques de cette présence américaine à Djibouti. L'emploi est la première des priorités et le président Guelleh a clairement indiqué que la priorité de l'emploi au camp Lémonier et dans les autres zones où les Américains font leurs opérations soit donnée aux jeunes Djiboutiens. C'est un message de fond, c'est un message fort, c'est un message sur lequel on ne va pas transiger. Et nous avons donc exposé ces situations et nous attendons que les États-Unis puissent penser à comment rééquilibrer donc, ce déficit dont nous avons parlé en termes d'emploi, en termes de retombées économiques et investissements et en termes de pertes fiscales par rapport à leur présence à Djibouti. Voilà un peu la discussion que nous avons eue avec les hauts responsables américains. C'était Mahamoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Le gouvernement de Somalie vient de déclarer illégaux les droits pétroliers du britannique Genel Energy dans la région du Somaliland. Le gouvernement de Somalie fait valoir qu'il est la seule autorité habilitée à délivrer ses permis, y compris dans cette région du Nord qui a déclaré son indépendance en 1991. En octobre, la Somalie a signé un accord d'exploration pétrolière portant sur 7 blocs offshore avec la société Coastline Exploration, basée aux États-Unis. Et au Cameroun, ce sont les ressources minières qui étaient à l'honneur lors des vœux du président Paul Biya à la nation. Il a annoncé le démarrage dès cette année de projets pour l'exploitation du minerai de fer de Kribilobé, du gisement de Mambalam Nabeba et du fer de Bipindi Grand Zambi. Il est à noter que ces projets impliquent la construction d'infrastructures associées, une usine d'enrichissement du fer, une centrale de production d'énergie de 60 MW, une ligne de chemin de fer, un terminal minéralier ainsi qu'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer sont également prévus.
Direction le Togo pour ce dernier reportage. À Lomé, les apatames, ces grandes tentes démontables, ont fleuri un peu partout depuis quelques années. Elles sont installées le temps de cérémonies officielles comme les meetings politiques, mais aussi les funérailles. C'est une bonne affaire pour des entreprises privées qui se sont lancées sur ce marché très rentable. Jean Agbosté avait suivi les débuts de ce secteur florissant. Regardez. Au Togo, comme partout ailleurs sur le continent, les funérailles sont de véritables industries pourvoyeuses de multiples services, comme la location des apatames, ces tentes érigées pour accueillir des manifestations de tout ordre. C'est le week-end à Lomé. Ici, la rue prête son cadre à des funérailles. Ces cérémonies se déroulent à l'accoutumée sous des tentes communément appelées apatames. On peut remonter à l'origine des apatames en pensant à la place publique que l'on appelle en effet à Blomé. Les funérailles, les procès et les parties de tam-tam se faisaient sur cette place-là. La construction des apatames se faisait avec les branchages, soit de palmiers, soit de cocotiers. Et avec l'évolution, actuellement nous sommes à la phase des bâches. Aujourd'hui, les apatames sont apportés dans les villes avec une touche moderne. On les retrouve à toutes les occasions, notamment lors des cérémonies officielles, meetings politiques, événements socioculturels, réjouissances ou deuils. Et c'est devenu un vrai business géré par des sociétés. Avant, ces apatames se faisaient rarement. Maintenant, nous sommes très sollicités pour chaque événement funéraire ou même pour les cérémonies de joie, d'anniversaire et de mariage. Bien, on est sollicité. Un apatame coûte environ 20 000 francs CFA, soit 30 €. Chaque semaine, certains prestataires font un chiffre d'affaires de 800 000, voire 900 000 francs CFA, soit 1 200 à 1 500 €. C'est une affaire très rentable. Par le passé, la construction des apatames était une exclusivité de la direction des services techniques, encore appelée voirie, un service qui relève de la municipalité. Les services techniques de la ville ont commencé par ériger les apatames il y a très longtemps. Et nous le faisions à l'occasion des fêtes officielles. Pour ces différentes manifestations, les lieux indiqués, c'est soit sur les chaussées, soit sur les réserves où il n'y a pas d'abri. Et ces manifestations sont temporaires. Donc, la municipalité a l'idée d'ériger les apatames. C'est facile pour le montage, c'est également facile pour le démontage. Les sociétés privées ont vite compris l'intérêt de se lancer dans le secteur. On en compte une centaine aujourd'hui, toutes légalement installées. Une activité en plein essor qui génère de nombreux emplois. Quand ça marche bien, on utilise plus de 50 personnes. Parce qu'il faut avoir des monteurs, des gens qui sont spécialistes dans le montage des apatames. Des gens qui sont là pour les chaises. Donc eux, ils sont chargés de sortir les chaises, de les surveiller et de les contrôler au moment du retour pour voir s'il n'y en a pas de cassés. Dans certains quartiers, beaucoup de personnes aiment voir dresser ces tentes. Pour elles, la construction des apatames est une aubaine pour leur quartier qui profitent de leur installation pour faire peau neuve. Les rues sont nettoyées, les trous et les flaques d'eau bouchés avec du sable fin. Tout le monde dit les corps, mais... Je trouve que la construction des apatames sur les rues des quartiers est une bonne chose parce que quand on démonte les apatames après les funérailles, les rues sont jolies à voir. Une fois démontées, les tentes laissent des trous sur la chaussée. La mairie, consciente de cette situation, exige toujours que les constructeurs d'apatames se conforment au règlement en vigueur, celui d'avoir une autorisation avant toute occupation de la voie publique. Très souvent, c'est une activité qui se fait sur nos voies. Et donc, sur certaines voies importantes,
la mairie ne saurait garder un calme quand on sait que la circulation serait perturbée à cet endroit. Il faut avoir une autorisation et l'autorisation est transmise à la police pour faire enquête. C'est à l'issue de cette enquête que le maire donne l'autorisation. La tranquillité des populations serait aussi mieux respectée si l'administration entretenait comme il se doit jardins publics et réserves administratives. Il faudrait que dans les nouveaux quartiers qui naissent, on laisse tranquille les réserves administratives. Et si vous considérez l'ancienne ville, il y avait, je crois, 3 à 4 places. Il y avait la place Fréau qui est restée heureusement. Il y avait la place Van Wallenhoven du côté de Air Afrique. Si on y avait pensé, on aurait aujourd'hui des endroits où tous les habitants du quartier auraient autorisation à aller faire les funérailles. Mais en attendant d'être repensés et réorganisés, les Apatams poursuivent leur petit bonhomme de chemin dans les rues de Lomé. Activité génératrice de revenus, la construction des Apatams crée de la richesse et contribue à diminuer le nombre des jeunes gens qui chôment, faute de travail rémunérateur. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le réalisateur Eric Ponewachi. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.